Notre maison brûle. Et nous regardons ailleurs. Bienvenue dans Présage, le podcast qui questionne l'état de notre monde, les risques d'effondrement de notre civilisation industrielle et les façons de se préparer à vivre différemment. Je suis Alexia Soyeux et aujourd'hui je reçois Damien Deville. Damien Deville est géographe et anthropologue de la nature. Il axe son travail de recherche et son engagement autour des liens entre nature et culture afin de dépasser l'anthropocentrisme et d'inventer de nouvelles coexistences entre humains et non-humains. La nature même de la transition écologique, c'est de dépasser la dualité entre nature et culture, c'est de reconnecter les humains à leur territoire, les humains aux non-humains. Sa thèse porte sur les liens entretenus entre des populations en situation de précarité et la terre, à travers l'expérience des jardins en ville. Influencé par les travaux de Philippe Descola ou d'Anat Singh, ses réflexions se concrétisent aussi en projets citoyens et artistiques au sein de l'association Aya. Nous avons parlé de la dualité nature-culture, d'agriculture urbaine, d'inégalité, de liberté, d'Afrique et d'écologie relationnelle. Damien Deville, bonjour. Bonjour Alexia. Tu es géographe et anthropologue de la nature. Tu travailles notamment sur les liens entre précarité et écologie et sur la coexistence entre nature et culture, notamment en ville, au travers de l'expérience des jardins. Et tu es également aussi engagé dans une jeune association qui s'appelle Aya, dont on reparlera tout à l'heure. Pour commencer, est-ce que tu peux présenter un peu ton parcours, comment t'en es venu à tous ces travaux et ces réflexions ? Alors c'est vrai que de mon côté, j'ai eu un parcours un petit peu sinueux parce que j'avais commencé à m'intéresser à l'écologie très jeune, mais d'abord à travers le prisme de la biodiversité. J'ai ancré la première partie de mon parcours académique vers ces questions, et puis un stage en Australie m'a fait prendre conscience qu'au fond, davantage que de penser la biodiversité sur elle-même, il fallait repenser peut-être les rapports, les agencements, en fait, entre les humains et leur espace, entre les humains et les non-humains, en partant de cette idée que la séparation ne permettait pas une protection optimale de la biodiversité, ça je l'ai observé à travers les populations de koalas, pour être précis, en Australie, mais également qu'elle limitait un apprentissage réciproque de la rencontre qui structure un humain et un non-humain. Je suis assez sensible à un argument qui a été avancé par Anat Singh dans un livre d'anthropologie majeur qui s'appelle « Le champignon de la fin du monde », où au fond elle explique avec sa plume qui est d'une beauté incroyable que la rencontre entre un humain et un non-humain, ça donne un résultat qui est bien supérieur à la somme des parties. C'est-à-dire qu'au fond, moi plus un chien par exemple, ça donnera pas deux, ça donnera des souvenirs, de l'amitié, des rencontres, des espaces éventuellement lorsqu'on aménage son chez-soi par rapport à cette vie non humaine qui nous compose au quotidien. Donc j'avais envie en fait d'enrichir un petit peu ces démarches d'agencement entre nature et culture, qui sont, je pense, inhérentes en fait à la transition écologique. On parle beaucoup de climat actuellement dans l'actualité, on parle un peu moins de ces espaces de rencontre qui sont pourtant tout aussi importants. On pourra y revenir parce que c'est également ce qui a participé à l'émergence de l'association Aya, mais c'est se dire que un des fondements de l'érosion de la biodiversité aujourd'hui, c'est cette dualité entre nature et culture qui compose les sociétés occidentales et qui a été héritée grosso modo de la pensée des Lumières. Et c'est dans ce cadre notamment que je suis reparti vers la géographie, vers l'anthropologie, et c'est comme ça qu'aujourd'hui je suis arrivé à un projet de thèse sur les jardins dans les villes petites et moyennes. Ce projet de thèse, pour moi, il me permettait de relever plusieurs défis intellectuels. Le premier, c'était de m'intéresser au fond, dans les sociétés occidentales, à ce qui fait les fondements, si j'ose dire, de l'humanité, dans le sens où aujourd'hui, 90% de la population française vit dans des espaces urbains. Pas forcément en ville, mais en tout cas dans des espaces qui sont sous influence urbaine de manière générale. Et puis davantage que la spatialité urbaine, ce qui est très marquant chez nous, c'est que les esprits s'urbanisent autant que les espaces. On a beau vivre en campagne, on va vivre comme un urbain dans le sens où on va dépendre de la ville pour énormément de biens et de services. Et le deuxième défi intellectuel, c'est que ces jardins, au fond, quelque part, sont la matérialisation d'une envie autre dans ces villes-là. Dans le sens où la ville, telle qu'elle s'invente aujourd'hui, est en partie aliénante, en partie stressante. Elle nous déconnecte en grande partie des territoires et des non-humains. Et à travers des expériences renouvelées, dans des espaces cachés, dans des interstices urbains, comme disent certains géographes, on retrouve ce lien-là. Le jardin, c'est vraiment pour moi
un espace qui permet un monde à tiroir finalement, qui permet de comprendre le monde et qui permet d'opérer une transition écologique dans les villes d'abord, mais si on essaye de monter en théorie, pourquoi pas pour la société entière également. Ces jardins, est-ce que tu les assimiles à à de l'agriculture urbaine, parce qu'on peut entendre pas mal de choses différentes sous cette expression qui est assez à la mode, mais justement pour toi, quels sont les différents sens de l'agriculture urbaine? Alors c'est une très bonne question, Alexia, parce que effectivement, c'est inhérent là au débat qu'on a en géographie dans le milieu académique. L'agriculture urbaine est très protéiforme et on a du mal nous-mêmes à la définir. Il y a grosso modo, si je caricature un petit peu, 2 grands courants de pensée en géographie qui définissent l'agriculture urbaine. L'une qui la caractérise d'un point de vue spatial, qui dit qu'au fond, toute forme agricole, que ça soit des fermes, des jardins, des formes davantage high-tech qui se développent également dans les métropoles, à partir du moment où elles se situent dans les limites administratives d'une ville, elles vont être caractérisées comme agriculture urbaine. Et un autre courant de pensée qui est davantage présent en fait, qui caractérise davantage de publications, de recherches, c'est se dire qu'est agriculture urbaine toute agriculture qui entretient des liens structurels avec la ville. Autrement dit, un agriculteur qui vit en campagne mais qui va vendre ses produits à Paris peut être considéré comme une exploitation urbaine. Donc tout serait agriculture urbaine. Alors voilà, c'est le grand paradoxe, c'est que dans la mesure où 90% de la population dépend des flux urbains, effectivement, tout type d'agriculture peut être aujourd'hui considéré comme urbaine. Moi, dans mes recherches, en fait, je m'intéresse à une seule forme en particulier, qui est ce que j'appelle les jardins de la précarité. C'est-à-dire que les villes moyennes, aujourd'hui, sont des territoires complexes, mais certaines d'entre elles sont soumises à des difficultés économiques et sociales. C'est souvent dû à l'histoire de leur territoire. C'est des villes qui sont relativement enclavées et qui se sont inventées par le passé par une dépendance envers le tissu industriel, les mines de charbon, la métallurgie par exemple. La France a transité vers l'économie de services, s'est spécialisée autour de l'attractivité territoriale. Les métropoles ont su tirer un peu leur épingle du jeu et les villes petites et moyennes sont restées sur le bas côté quelque part. En tout cas, certaines sont restées sur le bas côté à ce niveau-là. Dans tes recherches, tu cherches à penser une écologie de la précarité. C'est bien ça? Oui, alors en fait, j'ai voulu prendre un peu le contre-coup des recherches urbaines qui structuraient l'écologie de manière générale, c'est-à-dire qu'elle s'étudie majoritairement dans les métropoles, et du coup on a tendance à dire que les publics qui s'intéressent à l'écologie est plutôt un public qui va bien, un public dit bobo, j'ai du mal avec ce terme, mais en tout cas c'est un terme qui est devenu ancré dans l'imaginaire collectif. J'avais envie de m'intéresser à ces territoires relativement oubliés que sont les villes petites et moyennes, et qui pourtant ont une diversité incroyable qui peut de nouveau être valorisée. Quelque part, dans les crises qui s'inventent aujourd'hui dans les sociétés urbaines, la ville petite et moyenne peut être un échappatoire d'une ville où on se sent mieux, dans le sens où leur modeste taille, leur lien très proche avec des espaces de campagne, voire des espaces de nature, la connaissance qu'on peut avoir de son voisinage et de ses quartiers, beaucoup plus que dans les grandes métropoles, offre finalement un modèle assez intéressant pour penser la ville durable. Et dans ces villes, effectivement, il y a une population pauvres, c'est les anciens ouvriers souvent qui aujourd'hui s'enracinent dans le chômage, et une partie de ces gens-là retournent à la terre. Et ça me permettait justement de comprendre au fond ce qu'une forme d'écologie particulière, le jardin en ville, peut apporter également aux populations les plus pauvres. Et comment ça se passe ce retour à la terre du coup? C'est quoi est-ce que tu as pu identifier des facteurs déclenchants? Oui, alors ce que j'ai observé dans mes recherches, c'est que effectivement la crise urbaine et la précarité dans laquelle sont plongées ces familles va catalyser en fait le retour à la terre. C'est par une mise en précarité qu'une personne va se dire et si en fait j'accédais à une parcelle jardinière pour arrondir un petit peu les fins de mois. Là où les villes moyennes interviennent, c'est qu'au fond, comme elles sont relativement peu attractives aujourd'hui, il y a du foncier qui est disponible pour porter ces territoires de jardin. Ces projets de jardinage. Donc, il y a de la place pour faire ça. Exactement. Il y a de la place, ou quand il n'y a pas de place, quand c'est sous processus locatif, entre guillemets, c'est pas très cher. Et du coup, une population moins aisée peut accéder à ces parcelles également pour porter des projets agricoles. Si je prends mon territoire, enfin le territoire que j'étudie dans mes recherches, qui est la ville d'Alès, au fond, il y a 3 formes de jardins qui se dégagent. Allez, 4 formes, mais une forme qui est beaucoup plus timide. La première, c'est des jardins associatifs, des jardins familiaux en fait, qui sont l'héritage des anciens jardins ouvriers qui étaient pilotés avant par les associations ouvrières. La deuxième, c'est davantage des processus locatifs, c'est qu'il y a énormément de terres à Alès qui sont non urbanisables. Il y a un fleuve, le Gardon, qui traverse la commune.
les épisodes Sevenol assez connus qui tendent à des pluies diluviennes dans les territoires, qui font qu'il y a souvent des inondations. Terrain non urbanisable, et les propriétaires privés se sont dit, bah tiens, en fait, pour valoriser ma parcelle, je vais pouvoir la louer à des gens qui ont des projets agricoles. La troisième dynamique qui est relativement nouvelle, c'est des jardins municipaux qui cherchent justement à s'implanter dans les quartiers HLM, dans les quartiers les plus pauvres, pour offrir à des personnes en situation de précarité, finalement, un espace de convivialité, un espace de ressources. Et enfin, la quatrième, qui est plus timide, c'est des espaces de squat, carrément. C'est des gens qui s'approprient des terres de manière illégale, mais c'est relativement toléré par les pouvoirs publics qui n'ont malheureusement pas d'autre chose à leur offrir. Et du coup, poussent dans des endroits comme ça très visibles, le long du Gardon, dans des espaces un peu périphériques des jardins. Qu'est-ce que tu as pu observer dans le rôle que ces jardins prennent dans la vie de ces personnes qui sont précaires ou en situation de précarité? Alors c'est ça qui est intéressant, c'est que au fond, ces personnes retournent à la terre majoritairement pour des raisons économiques. C'est-à-dire quand je leur demande pourquoi elles ont choisi de pratiquer le jardin, elles me disent toutes que c'était par nécessité économique. Il fallait nourrir la famille, parfois des familles assez grandes dans des populations ouvrières où la famille a une valeur très forte. On a souvent 5 enfants, 6 enfants. Et puis également, quand le jardin est assez grand, ces personnes réussissent à vendre leurs produits dans leur cercle fermé, dans leurs réseaux familiaux, leur réseau de quartier, etc. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'au fil du temps, 1 an plus tard, 2 ans plus tard, il y a une espèce d'apprentissage qui se met en place dans ces jardins. Et cette motivation économique, elle devient dissociable de toute une série de motivations d'ordre paysager, par exemple. Pour sortir du HLM, l'espace de jardin est souvent vu comme un échappatoire à un espace plus régulé, un peu plus oppressant, qu'est le quartier HLM. Des motivations sociales, de créer du lien avec du non-humain, de créer du lien avec des personnes qu'on n'aurait pas rencontrées autrement, les autres jardiniers. Des motivations également de l'ordre de l'émancipation. Ça, c'est quelque chose qui est très fort. Un jardinier, je le cite souvent, Baba, j'anonymise son nom, c'est pas son vrai prénom, mais qui m'a dit que, tu vois, Damien, avant, quand j'étais au chômage, j'étais au bistrot toute la journée. Aujourd'hui, je partage des pieds de menthe envers ma communauté. C'est un message qui est très fort parce que grâce au jardin, il améliore d'abord l'image qu'il a lui-même et surtout il améliore l'image qu'il déploie au sein de sa famille, au sein de ses amis, au sein de ses voisins. Et in fine, il s'émancipe en se réappropriant la ville. Pour toi, ces jardins peuvent être vraiment des lieux d'émancipation? Voilà, des lieux d'émancipation, mais il y a quand même un fort paradoxe. C'est que j'avais commencé mes recherches en partant de l'hypothèse que ces jardins pouvaient permettre à ces citadins de sortir de la précarité. Il y avait une dimension aussi un peu militante. J'étais sûr que voilà, un lien renouvelé à la nature pouvait permettre à des gens d'accéder, en tout cas d'ambitionner plus d'égalité à l'échelle urbaine. Et je me suis rendu compte que ce n'était pas vraiment le cas, pour 2 raisons. La première, c'est que au fond, ces jardins sont des espaces qui deviennent relativement privatisés. Et la production est si importante, parce qu'elle correspond à des besoins économiques, que le jardin va être barricadé. J'appelle ça dans ma thèse des jardins forteresses. C'est-à-dire que la production est protégée, mais c'est également parce qu'on protège l'intimité qui se crée dans les jardins. Donc on pourrait penser en fait que la mairie porte un espace public, un parc, par exemple, sur ces espaces-là, ça concernerait beaucoup plus de monde. Donc il y a une dimension d'égalité en fait qui là n'est pas forcément respectée. Mais également parce que ces jardiniers, pris par la passion en fait du jardinage, vont mettre toute leur énergie dans leur pratique agricole. Ils vont arrêter de chercher un emploi. Et même si le jardin va très bien, ça ne rapportera jamais plus qu'un SMIC, voire plus si le jardinier arrive à trouver un travail mieux rémunéré. Autrement dit, le jardin est une structure, quelque part, qui enferme certaines personnes dans une dynamique de précarité financière. Ce que je me suis rendu compte, néanmoins, c'est que dans ces jardins, le lien qui se crée entre humain et non humain, c'était pas tellement à des fins égalitaires, c'était plutôt à des fins libertaires. S'invente dans ces jardins une nouvelle dynamique de la liberté, ce que j'appelle dans ma thèse des agencements de la liberté. Et ça, c'est quelque chose qui est, je crois, très fort, y compris dans la pensée écologique. On dit souvent que l'écologie, c'est une pensée libertaire. C'est vrai, mais pourtant, c'est une liberté qui n'a rien à voir avec les premiers penseurs de la liberté d'une part, avec bien sûr la liberté telle qu'elle est valorisée par le système néolibéral d'autre part. C'est une liberté qu'on a du mal à définir. Et je pense que là, il y a un courant de pensée majeur à expérimenter sur ce qui peut caractériser liberté dans une pensée écologique. Et est-ce que ce sentiment de liberté, il n'a pas trait à un sentiment d'indépendance ou de possibilité d'autonomie? On peut se sentir
plus à même de se débrancher en gros du grand système dominant, quoi. Tout à fait. Alors c'est l'hypothèse que j'ai, c'est que une des fonctions de ces jardins, c'est qu'ils permettent de se déconnecter en grande partie des flux aliénants qui composent les villes, qui s'inventent aujourd'hui uniquement à travers des trajectoires néolibérales, à travers des trajectoires de compétitivité, que ça soit métropole ou ville petite et moyenne d'ailleurs, mais également de se différencier de récits qui composent la totalité des façons d'agir des sociétés occidentales. Si je prends le cas précis, par exemple, des jardins alésiens, au fond, j'ai référencé 3 grands agencements de la liberté. La première, c'est de créer des rencontres qui dépassent de loin une seule vie humaine. Ça, c'est très intéressant. C'est qu'on crée des rencontres avec d'autres jardiniers, on crée des rencontres avec les non-humains, on recrée des rencontres avec les fantômes également, dans le sens où les jardins sont un pont avec une jeunesse passée en ruralité, par exemple, qui rappelle le papa, le grand-papa, qui jardinait le potager, sont un pont également avec l'histoire industrielle d'Alès, c'est-à-dire qu'à travers ces jardins, on cultive beaucoup ce qu'était la culture ouvrière à l'époque où Alès vivait de ses mines, par exemple. Très concrètement, comment se matérialisent ces histoires de fantômes, ça peut paraître un peu perché comme ça, mais il y a des jardiniers qui me disent « Regarde bien cet objet, c'est une petite serpette qui appartenait à mon grand-père, par exemple. » Et le jardinier continue à effectuer des activités agricoles à travers cette petite serpette. Il utiliserait un sécateur acheté chez Jardiland, il serait beaucoup plus efficace. Mais ça lui tient à cœur d'utiliser toujours cette serpette aujourd'hui parce que cette serpette lui rappelle son héritage familial. Ça, c'est quelque chose qui est très fort. Le deuxième agencement de la liberté que j'ai vu dans ces jardins, c'est au fond une capacité à se réapproprier les espaces de la ville. C'est-à-dire à participer, à fabriquer un récit à l'intérieur de la ville. Les villes néolibérales se sont inventées par des processus très hiérarchiques qui composent toute notre société. La ville est gérée par des technocrates, entre guillemets, j'aime pas trop ce terme, mais en tout cas, est gérée par des gens qui pensent l'urbanisme à des fins d'habitat et non d'habiter. C'est Henri Lefebvre qui disait ça. On a replacé l'habiter uniquement dans l'habitat, c'est-à-dire qu'on a placé l'habiter des gens uniquement dans leur appartement, les espaces publics étant vus uniquement comme des zones de passage. On s'approprie très peu l'espace public. Les jardins permettent ça, en fait, de remettre de la vie dans des espaces partagés, de remettre de la relation dans des espaces de rencontre quotidiens. Et enfin, le troisième peut-être agencement de la liberté, c'est que dans le discours de ces jardiniers à Alès, ils opposent souvent la pratique agricole à ce qui vivait auparavant à l'usine. C'est-à-dire que contrairement au travail à la chaîne, très régulé, très aliénant, en tout cas c'est ce qu'ils me disent, dans une usine, ils voyaient pas la lumière du jour de la journée. Aujourd'hui, ils ont un espace qui leur est propre, en extérieur. Quand il fait beau dans les Cévennes, c'est très agréable. Et surtout, un espace qui manage comme ils le souhaitent. Donc il y a une dynamique émancipatrice qui est très forte. Par rapport du coup à cette autre forme d'agriculture urbaine qu'on voit plutôt dans les... Enfin, la question serait plutôt, est-ce qu'il y a finalement 2 formes d'agriculture urbaine complètement différentes? Cette expérience du jardin qui se rapproche plus de la sociologie du jardin ouvrier, on va dire, ou qui a plus une nécessité financière à la base, et l'autre agriculture urbaine qui est celle des métropoles ou des capitales, qui est plutôt destinée à des classes, alors on va remettre le terme de bobo, ou la classe créative, on va dire, qui n'a rien à voir dans ses motivations et dans les effets que ça produit. Tu es bien d'accord sur cette distinction ? Oui, tout à fait. Alors, c'est vrai que l'agriculture urbaine s'invente aujourd'hui à travers différents courants. Alors, les jardins dont je te parlais à Alès, quand même, Alexia, ils ont cette différence avec les jardins ouvriers qu'ils sont moins régulés par un processus paternaliste qui caractérisait avant les industries minières, les associations qui étaient associées. Il y a beaucoup plus de liberté dans les jardins d'aujourd'hui. Mais c'est vrai qu'on y retrouve la culture populaire d'avant. Dans les métropoles, il y a 2 grandes trajectoires, il me semble, d'agriculture urbaine. La première, c'est une trajectoire qui a quand même cette plus-value d'essayer de reconnecter les gens entre eux et de reconnecter les gens à leur territoire et notamment au processus naturel de leur territoire. C'est par exemple les jardins partagés ou les jardins collectifs. Et puis il y a cette deuxième trajectoire qui est, je pense, qui s'oppose davantage qu'elle complète la première. C'est ces fameuses fermes high-tech, fermes urbaines qui sont dans des processus d'entrepreneuriat très forts. Oui, qui visent à produire et commercialiser. Déjà. Tout à fait. Voilà, il y a une dimension d'entrepreneuriat très fort, commercialisation. Au fond, là où je pense que ces 2 trajectoires s'opposent, c'est qu'elles n'ambitionnent pas exactement
le même modèle de société. C'est-à-dire que, alors que la première trajectoire cherche à reconnecter les humains à la nature, la deuxième participe à une déconnexion très forte, voire même rentre en concurrence avec des modèles qui, eux, sont davantage pertinents pour penser ces liens entre nature et culture. Un exemple, c'est qu'il y a des fermes aujourd'hui qui se développent à Paris qui rentrent en concurrence avec... Les fraises. Par exemple, qui rentrent en concurrence avec des agriculteurs dans les territoires qui ont du mal à vivre de leur métier et qui pourtant cultivent les vraies valeurs de la terre. Au fond, en ville comme ailleurs, comme dans les territoires ruraux, la question qui se pose à l'agriculture, c'est à quoi sert l'agriculture? Est-ce qu'elle est mobilisée uniquement à des fins de production agricole? Et dans ce cas, un projet high-tech a toute sa légitimité. Ou est-ce que l'agriculture produit toute une série de services pour les citadins ou pour les populations rurales, comme la protection de la biodiversité, la gestion des eaux, la lutte contre l'îlot de chaleur urbain en ville, par exemple? Pardon, je t'interromps, mais par exemple, pour ces histoires de fraises qui poussent sous lumière artificielle dans des containers, l'argumentaire qui peut être développé, c'est que ça utilise très peu d'eau, peu d'énergie. Bon, j'ai pas vérifié à vrai dire, mais l'argumentaire marketing, c'est que ça serait plus durable finalement. Est-ce que c'est pas finalement juste faux en fait? Alors c'est une très bonne question, Alexia. Je pense qu'en fait ce que tu évoques là, c'est qu'est-ce qui est à l'origine de la durabilité, ou dit autrement, qu'est-ce qui doit être le point de départ de la transition écologique? Est-ce que c'est simplement, par exemple, penser des indicateurs de durabilité, de baisse des émissions de gaz à effet de serre? Et dans ce cadre, effectivement, une ferme urbaine high-tech, type des fraises dans des conteneurs, ça participe à relocaliser en partie la vente, à relocaliser en partie la production, et peut-être qu'in fine, effectivement, on a une baisse des émissions de gaz à effet de serre. Mais à partir du moment où on sort la cause écologique uniquement de cet indicateur-là, et on pose l'hypothèse, comme j'essaye de le faire modestement dans mes recherches, dans les engagements que je peux avoir à côté, que la nature même de la transition écologique, c'est de dépasser la dualité entre nature et culture, c'est de reconnecter les humains à leur territoire, les humains aux non-humains. Dans ce cadre, ces projets sont dangereux, en fait, parce qu'ils continuent à légitimer cette dualité. Pour revenir au rapport entre écologie et précarité, on a beaucoup parlé ces derniers temps dans différentes actualités de une prétendue opposition entre les questions sociales et les questions environnementales. Qu'est-ce que tu penses de ce lien entre écologie et social, notamment dans la crise des gilets jaunes, mais tu vois, qu'est-ce que ça t'évoque comme réflexion? Alors c'est qu'effectivement, en fait, la crise écologique, elle a si je suis un peu plus pragmatique, elle a cette force de nous permettre de nous regarder dans un miroir, de regarder l'humanité dans un miroir. Et effectivement, moi, ce que je pense, c'est que les inégalités, qu'elles soient sociales ou environnementales, en fait, sont issues de ce même rapport de force entre nature et culture, de cette même dualité entre nature et culture. Pourquoi? Parce qu'au fond, asseoir la dualité entre nature et culture, c'est considérer tout ce qui n'est pas humain non plus comme un sujet, mais comme un objet. Et du coup, ça légitime une trajectoire de développement qui inonde les politiques publiques depuis des décennies, qui est cette trajectoire de la concurrence entre sociétés et territoires, entre les espaces entre eux. Et d'ailleurs, c'est ce que les Gilets jaunes marquent, c'était une lutte spatiale sur une lutte sociale. Ça montrait bien ces différences d'opportunités qui existent entre des territoires qui sont jugés comme très dynamiques, les grandes métropoles, et d'autres territoires qui sont pensés comme uniquement périphériques, malheureusement. Or, c'est faux. Dans ces territoires, peut s'inventer des dynamiques créatives qui sont incroyables. Dans les territoires ruraux, il y a des gens qui innovent. Dans les villes petites et moyennes que j'étudie, elles ont en leur sein une singularité qui permet de repenser le développement territorial de manière générale. Je pense qu'elle est là la clé, en fait, c'est mettre en commun inégalité spatiale et, au fond, érosion de la biodiversité. C'est peut-être délocaliser en grande partie les actions, qu'elles soient économiques, sociales ou écologiques. C'est de repartir de l'échelle de l'expérience partagée pour penser quelque part le développement. C'est-à-dire de repartir de l'échelle locale, mais une échelle locale qui serait au fond à l'échelle d'un pays agricole ou à l'échelle d'une petite région, pour penser à un projet de développement qui est propre à cette région.
Pierre Charbonnier, un grand philosophe qui s'intéresse à la nature, jeune mais déjà très grand dans ses réflexions, explique ça qu'au fond, la transition écologique doit repartir des territoires, doit repartir de la cause territoriale. Et cela demande en grande partie de dépasser dans les discours et dans l'imaginaire la cause climatique pour remettre un peu plus de biodiversité et un peu plus de territoire. Malheureusement, aujourd'hui, je pense que dans l'actualité, on parle trop de climat, on parle plus assez de biodiversité et de territoire. Et je pense que les Gilets jaunes ont été cette matérialisation de se dire, et nous, à Saint-Étienne, et nous, dans les espaces ruraux, qu'est-ce qu'on peut attendre d'un État ? Et justement, du coup, pour enchaîner sur la question de l'opposition nature-culture et comment dépasser ça, est-ce que la séparation du monde occidental entre les concepts de nature et de culture, c'est pas ça qui a finalement engendré l'Anthropocène? Alors c'est une des grosses hypothèses que effectivement j'essaye de mobiliser dans mes recherches, et c'est également l'hypothèse qui a été à l'origine de la création de l'association Aya que tu évoquais tout à l'heure, association très jeune, très modeste pour le moment, mais qui au fond est partie de cette idée que la dualité a soit en fait une trajectoire de développement qui s'invente par l'accélération quelque part. Une accélération économique lorsque chaque entreprise essaye d'être plus compétitive que la voisine. Une accélération sociale également, où on légitime la pensée unique, la pensée occidentale, comme étant supérieure à toutes les autres, et notamment aux pensées traditionnelles des autres sociétés. Et enfin, malheureusement, une accélération également territoriale, lorsque les territoires sont considérés dans les politiques publiques comme une variable d'attractivité, seulement comme une variable d'attractivité. Ça, c'est très visible dans les métropoles, mais c'est également très visible dans ces territoires qui ont aujourd'hui du mal. C'est parce que finalement, en termes d'attractivité, ils sont pas aussi compétitifs que les grandes métropoles qui sont connectées en permanence à l'international, etc. Pourquoi ce dualisme finalement porte en son sein des faussetés? C'est parce que quand on essaie de décentrer un peu le regard, quand on s'intéresse à des sociétés qui n'ont pas cette dualité, les sociétés dites traditionnelles, on observe que ces sociétés ont su construire au fil du temps, au fil des siècles, un rapport non pas forcément harmonieux avec la nature. Ce thème d'harmonieux, il est très compliqué, mais en tout cas, comme dit Philippe Descola, on stabilisait des relations avec leur milieu qui n'entraînent pas la destruction de ces derniers, contrairement à nous. Et dans ce cadre, en fait, il devient intéressant de s'intéresser à ces sociétés-là pour mieux comprendre comment, d'un point de vue conceptuel, d'un point de vue ontologique, ici chez nous, on peut également actionner la transition. Et justement, toi, tu as un pied, ou plus qu'un pied même, en Afrique, au Burkina Faso. Est-ce que comment ça nourrit tes réflexions, les relations que j'imagine très différentes entre nature et humain, non humain? Oui, c'est vrai. Alors aujourd'hui, ça se voit pas trop sur ma couleur de peau, mais j'ai la chance d'être franco-burkinabé. J'ai découvert l'Afrique par une femme. L'Afrique a été pour moi vraiment une école de la modestie quelque part, parce que ça m'a vraiment retourné la tête. D'une part en ville, où il y a des sociétés quand même qui s'inventent également par la modernité, mais il y a quand même un rapport des uns aux autres qui est très fort. Je le dis souvent, mais la maison de retraite en Afrique, ça s'appelle la famille. Ça, c'est quelque chose qui est incroyable, je trouve. L'infirmière, c'est la sœur, c'est le voisin là-bas. Donc il y a malgré tout, c'est des sociétés qui ont énormément de difficultés, mais qui ont su garder un petit peu ces liens. En tout cas, ces relations comme facteur d'émancipation, comme facteur de résilience, en fait, à l'échelle locale. Et quand on sort des villes, quand on part en brousse, comme on dit en Afrique, effectivement, il y a des villages qui considèrent le non-humain comme un agent des décisions politiques qu'ils prennent. Et ça se passe notamment par des médiateurs. À côté pas très loin de chez moi, là, à Bobo-Dioulasso, il y a un village où il y a un gardien d'un lieu sacré, que sont des baobabs aujourd'hui centenaires. C'est le 8e gardien. Il a presque 90 ans aujourd'hui. C'est le 8e gardien des baobabs. Ça te laisse imaginer un peu l'arbre des baobabs. Et c'est super intéressant parce qu'au fond, à travers les récits qu'il donne aujourd'hui de la savane, le village va essayer d'orienter ses décisions politiques et sociales. C'est ce qu'on appelle plus communément la palabre, en fait. C'est des gens qui se réunissent et qui prennent des décisions de manière collective en essayant de prendre en compte également les besoins du milieu. Et en même temps, malheureusement, ces sociétés sont rattrapées quelque part parce que nous, on appelle la modernité,
par des investisseurs qui arrivent dans ces territoires du sud du Burkina Faso et qui investissent dans de l'agriculture industrielle, qui investissent dans de l'écotourisme très consumériste. Et par ces communautés, l'arrivée de la modernité est vue autant comme un espoir, quelque part, d'émancipation, d'un niveau de vie un petit peu supérieur, qu'un danger qui déstabilise la façon dont ils ont envie déjà leur tradition et la façon dont ils ont envie de se projeter dans le futur. Ces coexistences, pour le moment, elles ont du mal à opérer, ou du moins elles opèrent, mais avec un rapport de force qui est plutôt en faveur, justement, des pratiques modernes. À tel point que si je te parle de ce gardien, il est lui-même connecté sur Facebook, sur Instagram, etc. C'est assez fou de voir ces coexistences. Mais en tout cas, c'est assez intéressant, c'est se dire que ces sociétés, elles ne refusent pas la modernité, mais en tout cas, elles veulent que la modernité leur permette de toujours s'inventer comme elles ont envie de s'inventer. Et ça, c'est quelque chose qui rejoint quelque part la lutte des Gilets jaunes. Il y a un lien très fort là entre sociétés traditionnelles et sociétés davantage modernes. Les Gilets jaunes, qu'est-ce qu'ils nous disent? Ils nous disent, nous, dans nos territoires qu'on aime, on a envie d'avoir finalement quelque part un peu les mêmes opportunités que dans les grandes métropoles, sans forcément remettre en cause la singularité de notre territoire. Autrement dit, quelque part, la cause écologique, la cause de l'écologie relationnelle, comme on l'appelle chez Aya, c'est peut-être de permettre à chacun de vivre de manière libre, de manière juste dans le territoire que la personne a choisi. Ça, c'est quelque chose qui est très fort. Il y a des solutions politiques qui existent pour ça. En tout cas, je pense que la meilleure solution politique, c'est d'imposer des agendas redistributifs, d'imposer des agendas de décentralisation à l'État. C'est ça la clé peut-être de l'écologie, c'est de repartir des territoires pour penser l'action politique et sociale. Ça paraît quand même mal parti, notamment, ici, en France, en Europe. Comment t'analyses, qu'est-ce que tu vois advenir? Quelle est ta vision des temps qui viennent, sans être un devin, mais t'es quelqu'un qui reflète beaucoup d'optimisme et de joie, et je suis toujours un peu étonnée parce que t'es quand même très alerte sur la situation écologique, de la biodiversité, etc. Qu'est-ce qui t'inspire de l'espoir? Alors c'est une très bonne question, et ça je me la suis jamais trop posée comme ça. Je vais peut-être un peu être déstabilisé pour y répondre. En tout cas, ce qui me fait peur, moi personnellement, comment moi je vois un peu l'effondrement dont parle Pablo Servigne par exemple, qui est également très influent pour moi, j'aime beaucoup le lire, c'est l'émergence d'une pensée unique, qui est cette pensée occidentale qui s'impose dans tout territoire, à travers toute société. Or, la diversité, qu'elle soit naturelle ou culturelle, s'invente justement par des histoires localisées entre une société et son milieu. Là où j'ai de l'espoir, c'est qu'il y a différents mouvements qui essayent de réinventer ces histoires à l'échelle locale. C'est les fameux retours à la terre, les néo-ruraux, qui arrivent bien sûr avec leur héritage urbain, en campagne, mais qui vont essayer de s'enraciner au maximum dans le territoire pour essayer d'y apporter une histoire nouvelle. Ça, c'est très porteur d'espoir. C'est également tous ces militants, davantage que les militants climatiques, je crois que plus d'espoir se trouve justement dans ces militants qui réinventent le territoire, à travers des liens retrouvés, dans l'expérience partagée. Je pense, par exemple, dans le quartier dans lequel je vis actuellement, il y a une association qui s'appelle les Hyper Voisins et qui essaye de repenser un tissu de solidarité à l'échelle du quartier entre différentes catégories sociales de voisinage. Ça, c'est quelque chose qui est très intéressant. Je pense également à des modèles urbains qui sont en train de s'inventer, malheureusement pas en France. On est sur un modèle de ville compacte qui génère également cette dualité qu'on évoquait tout à l'heure. Mais en tout cas, dans d'autres sociétés, il y a des villes davantage diffuses qui se structurent, qui permettent la perforation du tissu urbain par le non-humain, et du coup qui permettent des positionnements ontologiques très forts. C'est vrai, mais c'est vrai que ces courants d'espoir, entre guillemets, restent une minorité parmi la minorité. Parce que penser par les territoires, déjà, c'est une minorité des militants écologistes. Les militants climatiques sont très bien, on a besoin d'eux, et c'est génial, mais pour moi, ça va pas assez loin. C'est peut-être parce que je suis trop gourmand, mais ça va pas assez loin. Donc c'est une minorité parmi la minorité. Et c'est vrai que j'espère que ce débat va prendre davantage de force dans les années à venir. Ouais. Et du coup, ça rejoint le sujet de l'écologie relationnelle. Est-ce que tu peux expliquer qu'est-ce que c'est que l'écologie relationnelle et comment au sein d'Aya vous essayez de déployer cette notion?
Alors l'écologie relationnelle, c'est cette idée de se dire que davantage que de penser l'action politique à travers l'autonomie des individus, il faut penser l'action politique à travers les liens qui peuvent nous unir les uns aux autres, humains comme non humains, à l'échelle territoriale. Car c'est vraiment à cette échelle qu'on peut inventer ces nouveaux récits dont parlent par exemple des écologistes comme Cyril Dion, mais également comme par l'anthropologie moderne, tels que Philippe Descola, Augustin Berg par exemple, ou Claude Lévi-Strauss un peu plus ancien comme travaux. L'explique, c'est qu'au fond, de ces territoires émergent des histoires qui peuvent rassembler. C'est ce qu'on essaie de faire modestement chez Aya, c'est de replacer ce lien au cœur du débat. C'est un rapport conceptuel qui est en rupture avec la pensée telle qu'elle est pratiquée depuis la pensée des Lumières, parce qu'elle se dit qu'au fond, les humains ne sont pas les seuls à pouvoir créer des mondes. La culture appartient également aux animaux, quelque part même aux végétaux, à travers des codes sociaux, communautaires qui leur sont propres, et que renouer un dialogue à travers ces différentes structurations sociétales, ces différentes façons de faire communauté, permet d'enrichir l'humanité. C'est un peu ça le discours général d'Aya. C'est un discours qui paraît très théorique comme ça, j'entends. Mais au fond, Aya, c'est également structuré un petit peu comme ça. C'est qu'on s'est dit qu'il y a plein d'initiatives géniales qui se portent à l'échelle des territoires, mais il manque finalement un petit crayon qui permet de relayer ces initiatives à travers un discours un petit peu global qui puisse donner du sens, qui puisse catalyser de nouveau l'action territoriale. Et ça rejoint peut-être ta question précédente, là où j'ai de l'espoir, c'est que il y a plein d'initiatives. Ce qui manque maintenant, c'est un nouveau récit qui permet de fédérer ces différentes initiatives. En tout cas, plusieurs récits qui permettent de fédérer ces différentes initiatives. Donc Aya a émergé un peu de ce constat, et on a cette envie de donner des billes théoriques, des billes conceptuelles à des citadins qui chercheraient à s'engager à l'échelle territoriale. Et concrètement, vous avez déjà des projets en route et des projets à venir? Ouais, tout à fait. Alors, l'association Aya se structure à travers 3 grands pôles. On a d'abord un pôle inventaire, qui est de faire de la veille un petit peu sur les nouveaux écrits en anthropologie, en géographie et en éthologie. Trois sciences qu'on mobilise beaucoup dans nos démarches. On a une bibliothèque qui est en train de se créer, qui va être en open access, accessible à tous. C'est aussi de rendre plus accessibles des propos qui sont très normés dans le milieu scientifique. C'est l'idée de les transmettre à une population moins habituée à la façon d'écrire dans le milieu scientifique. Deuxième pôle, qui est vraiment la colonne vertébrale d'Aya, c'est au fond un pôle de sensibilisation. C'est diffuser ces messages d'écologie relationnelle à tout type du public, à travers des langages davantage intellectuels, très conceptuels, comme à des discours qu'on pourrait tenir à des enfants. Donc là, on a plusieurs projets. On va lancer par exemple une web-série. On a une revue en ligne sur notre site internet où il y a des articles de fond. C'est pas une revue médiatique, c'est plutôt des articles qui invitent à penser. Et puis, on a un pôle développement territorial où il y a des projets autant en France qu'en Afrique. Aya est une petite association, mais déjà internationale, où on porte des projets entre la France et l'Afrique de l'Ouest actuellement, où on va chercher à accompagner en fait des entrepreneurs qui cherchent à penser ce lien communautaire à l'échelle territoriale. En gros, si on devait avoir 3 mots-clés pour définir Aya, ce serait l'écocentrisme, cette façon de penser le lien davantage que les individus, le dialogue, cette volonté d'apprendre autant des façons de créer des connaissances chez les humains, qu'ils soient au nord comme au sud, que chez les non-humains, et enfin les territoires, de se dire que l'action doit repartir des territoires. Voilà, l'association est très jeune, mais on espère qu'elle va pouvoir modéliser, porter plus de projets au fil du temps. Quelque chose qui est très important pour nous, c'est de se dire qu'au fond, nous, on n'a rien à apprendre aux gens. On ne sait pas quelle action peut structurer, quelle action peut être portée dans un territoire qu'on ne connaît pas, dans un petit pays de Cocagne, en Cévennes, en Haute-Savoie, dans une ville en Afrique de l'Ouest. Ce qu'on peut faire, en tout cas, c'est essayer de montrer les différentes trajectoires possibles, faire en sorte que les citoyens puissent se les accaparer, les saisir, et que, face à ce saisissement, ils puissent répondre par eux-mêmes aux grandes questions environnementales. C'est un peu l'enjeu d'Aya. Voilà. J'espère que vous aurez beaucoup de succès, parce que c'est un très beau projet. Merci Alexia, c'est gentil. Merci beaucoup Damien. Avec grand plaisir, merci à toi pour l'invitation. Merci beaucoup à Damien Deville pour notre conversation, et merci encore à vous tous pour votre écoute, votre soutien et les messages que vous m'envoyez qui me font très plaisir. Vous pouvez soutenir Présage en mettant 5 étoiles sur iTunes ou en partageant les épisodes s'ils vous ont plu. Présage est un podcast indépendant. Le générique est un extrait du morceau L'eau de Sabrina Bellawell, mixé par Paloma Colombe. À très vite.